La naissance de la pragmatique. Chers amis, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons traiter le cours intitulé « La naissance de la pragmatique ». La pragmatique n'est pas née d'un programme ou d'un projet de recherche fondateur. Il s'agit donc d'un aperçu des débuts de cette discipline, résumé à partir de certaines dates et de certains faits qui ont marqué sa naissance. C'est parti. Apparition du terme pragmatique. Le terme de pragmatique est apparu pour la première fois aux États-Unis sous l'impulsion de Charles Sanders Peirce, auteur de la théorie of aneroscopy, et de William James, initiateur du mouvement pragmatiste. Mais c'est Charles Morris, un disciple de Peirce, qui le premier en 1938, introduit le terme par rapport à la sémiotique et divise ce champ disciplinaire en trois parties. La syntaxe, la sémantique et la pragmatique. Il en propose la définition suivante: la pragmatique est cette partie de la sémiotique, qui traite du rapport entre les signes et leurs usagers. La pragmatique a connu depuis cette définition des développements qui, sans être contradictoires, paraissent souvent opposés. Cependant, quel que soit le point de vue où l'on se place, d'une manière globale, la pragmatique est basée sur la notion de langage en action, ou langage en contexte. Elle s'attache surtout à définir la relation qui s'établit entre le langage et l'usage que fait le locuteur de ce langage dans la communication. Pour cela, elle fait appel à une notion que la linguistique traditionnelle avait jusqu'ici ignorée. La notion de situation de communication, c'est-à-dire le contexte avec toutes les caractérisations qui s'y rattachent. Pour mieux comprendre la pragmatique, suivons les experts, et essayons de survoler les étapes qu'a connues l'évolution de cette discipline. Schématiquement, cette évolution peut se résumer en trois étapes. La première étape, qui date à peu près des années 1930 à 1940, s'inscrit dans la lignée de la sémiotique et de la logique, et ses fondateurs sont Peirce et Morris. Morris se base sur la théorie du signe instaurée par Peirce, pour proposer la définition suivante: tout système de signes, que ce soit un langage naturel ou artificiel, se compose d'une syntaxe qui étudie la concaténation des signes entre eux, d'une sémantique qui étudie la signification conventionnelle des signes, c'est-à-dire la relation entre les signes et leurs référents dans le monde, et d'une pragmatique qui étudie la relation des signes avec leurs utilisateurs. Remarque: les langages artificiels sont les langages de logique, de mathématiques, et ceux conçus pour la programmation des ordinateurs. Pour Morris, les référents dans le monde peuvent être de trois ordres: les objets du monde, les états et les événements, les actions vérifiées au travers des objets du monde, l'ensemble des valeurs de vérité vrai ou faux. Ce qui fait de la sémantique une discipline véridictionnelle, ou basée sur la valeur vrai ou faux. Par ailleurs, pour Peirce, la relation pragmatique est basée sur la notion d'interprétant qui désigne l'effet mental, produit par l'objet, dans l'esprit de l'interprète. Donc en quelque sorte une cognition. À ce niveau, la pragmatique n'est pas encore une discipline, elle est tout au plus un ensemble conceptuel. Charles Morris a suggéré une nouvelle classification des principales disciplines, étudiant les signes linguistiques. La syntaxe traite des rapports entre les signes, dans l'énoncé complexe. La sémantique traite des rapports entre les signes et la réalité extralinguistique. La pragmatique traite des rapports entre les signes et leurs utilisateurs. Ainsi est apparue, au moins en théorie, une nouvelle discipline linguistique, où devaient trouver systématiquement leur place, non seulement les signes avec leurs composants et leurs référents, mais aussi ceux qui en font usage. Dans la conception de Morris, sémantique et pragmatique sont censés couvrir des domaines bien distincts. La deuxième étape schématique est l'étape de la philosophie du langage. Ce courant s'inscrit dans la lignée des travaux des mathématiciens philosophes, qui, en étudiant les langages artificiels logiques,
cherche à résoudre la problématique de la relation entre la logique mathématique et le langage. Dans les années 50 à 70, les philosophes britanniques de l'école d'Oxford, Austin, Gris et l'américain Searle, vont s'inspirer des travaux des mathématiciens philosophes pour développer une nouvelle théorie qui s'intéresse non plus au langage artificiel, mais au langage ordinaire. Leur observation principale est que le rôle du langage n'est pas uniquement de décrire le réel, mais aussi d'exercer une action sur ce réel. Ils vont ainsi ouvrir la voie à la pragmatique, en tant que discipline, en instaurant la célèbre théorie des actes de langage, qui marque la naissance effective d'une science, appelée la pragmatique. Une autre contribution à signaler, qui a participé à lancer les recherches en pragmatique, c'est la contribution de Delhaim, qui est un sociolinguiste, anthropologue et folkloriste américain, dont le travail porte essentiellement sur les langues amérindiennes du Nord-Ouest Pacifique. Il deviendra plus tard l'auteur du modèle Speaking. Cette contribution a marqué la troisième étape de l'évolution de la pragmatique. La compétence communicative chez Haim. Dans les années 80, Delhaim introduit la notion de compétence de communication, qui va ouvrir de nouveaux horizons pour la recherche en pragmatique. Alors que Chomsky avait démontré l'existence d'une compétence linguistique, Delhaim démontre que celle-ci est insuffisante pour l'exercice du discours. Il propose une nouvelle approche théorique des situations de communication. Cette approche théorique, qui s'appellera dorénavant l'ethnographie de la communication, va s'intéresser plus particulièrement aux relations entre le langage et ses contextes sociaux d'utilisation. Pour Haim, tout système communicatif comprend les contraintes sociales et les règles linguistiques. C'est un dispositif complexe d'aptitude, dans lequel les savoirs linguistiques et les savoirs socioculturels constituent un tout. C'est ce qui fait de la communication langagière le résultat de l'adéquation réussie d'un ensemble de compétences. À côté de la notion de compétence linguistique, Haim développe la notion de compétence de communication, ou compétence communicative, en la définissant comme ce qui permet à un locuteur de produire des énoncés adaptés aux contextes sociaux. L'ethnographie de la communication envisage la nécessité d'utiliser deux types de compétences. La notion de compétence linguistique, développée par Chomsky, qui permet de produire des phrases grammaticalement correctes. La notion de compétence de communication qui permet de produire des phrases socialement correctes. Cette approche de l'analyse du discours qui présuppose dans sa méthode aussi bien la prise en compte du discours, que de l'univers du discours, va contribuer au développement de la pragmatique comme discipline indépendante. Toutes ces approches qui tentent de faire de la pragmatique une discipline indépendante, sont nées dans la tradition anglo-saxonne. Après l'apport de la théorie des actes de langage, et l'ethnographie de la communication, la pragmatique va évoluer sur le territoire anglo-saxon, comme une science à part entière. Et une discipline indépendante, c'est la pragmatique cognitive. Pragmatique linguistique, ou linguistique de l'énonciation. Le courant pragmatique français trouve son origine dans le courant théorique, basé sur le concept d'énonciation. L'énonciation est définie comme l'ensemble des actes qu'effectue le sujet parlant pour construire un énoncé communicable. Selon certains chercheurs français, la pragmatique est la discipline qui va permettre de traiter les aspects de la communication qui ne sont pas traités par la syntaxe et la sémantique. Notamment, la description de la situation de communication et les conditions de réussite de celle-ci, c'est-à-dire les aspects liés à l'énonciation même. Les développements de cette pragmatique, qui est souvent qualifiée de linguistique, ou d'intégrée, s'inscrivent donc dans le prolongement de la linguistique de l'énonciation, dont les deux grands noms sont Benveniste et Culioli. Benveniste définit et applique les concepts énonciatifs sur de nombreux faits de langue, diachroniques, synchroniques et textuels, qui posent l'opposition et énoncé. Ce qui est dit à l'énonciation. L'acte de dire
et l'opposition discours-récit, ainsi que la définition du pronom de troisième personne, comme non-personne, c'est-à-dire, comme ne faisant pas partie du procès d'énonciation. Culioli reprend les concepts de Benveniste, les formalise et les rend techniques, il introduit les concepts de repérage, et de notion, et formalise celui de situation. Il introduit le concept d'opération, les opérations énonciatives, et lui donne un rôle central, dans sa présentation de la théorie. Nous passons lentement, d'une linguistique des états à une linguistique des opérations. Cette théorie est la première sur laquelle ont travaillé les jeunes chercheurs, dans les années 80 et par laquelle ils ont été initiés à la pragmatique, dans un contexte où le structuralisme faisait office de dogme. La théorie de l'énonciation opère une coupure radicale, avec les courants de la linguistique connus depuis Saussure, et les structuralistes qui ont toujours affirmé l'immanence du système linguistique coupé de tout contexte, et évacuant totalement l'élément humain, et le contexte spatio-temporel, de l'analyse linguistique. Benveniste définit l'énonciation en tant que réalisation individuelle. L'énonciation peut se définir comme un procès d'appropriation. Cette dernière définition de Benveniste pose l'élément humain, le locuteur comme réalisateur du procès d'énonciation. Le locuteur, qui par cet acte individuel de réalisation, s'approprie la langue, et s'attribue le droit d'en disposer. Par rapport aux thèses du structuralisme traditionnel, ceci est une innovation. Il est clair que les techniques d'analyse de la linguistique traditionnelle sont inefficaces pour la linguistique de l'énonciation. Celle-ci propose une nouvelle technique plus adéquate à la nouvelle approche. Cette nouvelle technique, c'est l'analyse de discours. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours jusqu'au bout. Veuillez mettre en commentaire vos suggestions, ainsi que les sujets que vous souhaitez voir traités. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour rester à jour avec les nouveautés.